Alors, nous donnons maintenant la parole à Ronald Villirag pour qu'il nous parle de Gérard Zwang, qui est d'ailleurs dans l'auditoire pour une mise au point sur l'anatomie du clitoris. Merci, Monsieur Zwang. Merci, Ronald. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est comme d'habitude. Ouais, cliquez dessus. Sinon... Okay. Merci. L'objectif a été double quand j'ai parlé à Hubert et Philippe de cette communication. Elle était premièrement j'avais découvert cet article de mon vieil ami Gérard Zwang sur l'anatomie du clitoris qui m'a paru extrêmement intéressant et extrêmement typique de la pensée moderne quant à la controverse que je vais vous exposer. Et le deuxième objectif, c'était à l'occasion de cela qu'on rende hommage. Habituellement, on rend hommage aux collègues et compagnons qui sont décédés. Et bien aujourd'hui, on va rendre hommage à un homme qui vit encore et qui vit toujours et qui vit très bien. Alors, qui est Gérard Zwang? Pour ceux les plus jeunes en tout cas, et pour ceux qui l'auraient oublié, c'est véritablement le pionnier de la sexologie française, de la sexologie, je dirais, scientifique. C'est un chirurgien viscéral, urologue libéral, et il a toujours revendiqué sa libéralité. Il travaillait dans une clinique privée à l'extérieur de Paris, à Melun, si je me souviens bien. Fondateur de la Société française de sexologie, vous voyez qu'il est tout jeune puisqu'il est né en 1930. Et c'est un chirurgien comme on n'en fait plus. Il est écrivain, musicologue, compositeur, polémiste, et certains se souviendront des polémiques très intenses qu'il y a eu dans les années 70 à propos de ses travaux. Je vous ai indiqué ici ce qui est considérable, c'est son œuvre, qui continue d'ailleurs, parce que vous voyez qu'il y a des publications qui sont apparues après les années 2010 et qu'il revient. Il faut retenir trois choses. D'abord, et c'est pour ça qu'on fait cet exposé aujourd'hui, la manière dont il a repris et étudié tout ce qui concerne le sexe de la femme. Un premier livre qui est toujours d'actualité, qui a été remanié à plusieurs reprises, republié, et qui fait la somme de tout ce qu'on peut imaginer là-dessus. Il l'a complété par l'Atlas du sexe de la femme, qui est une merveille d'imagerie et de précision autour de l'aspect extérieur du sexe féminin. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il a théorisé la fonction érotique, qu'il a repris dans un ouvrage magistral qui a été repris assez récemment aussi. Il a, et c'est là où sont rejoints, il a détruit, après l'avoir intitulé comme ça, la statue de Freud, ce qui lui a valu la haine tenace des psychanalystes depuis la publication de ce livre absolument exceptionnel qu'il faut lire pour comprendre toutes les aberrations qu'a amené le freudisme, notamment dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui et dans le domaine que j'étudie depuis une quarantaine d'années, qui est celui de la fonction érectile. Et donc, vraiment un travail absolument considérable, associé à des recherches musicales. Il est compositeur, c'est un pianiste émérite. Il donne encore des concerts, je crois l'année dernière, à Béziers. Et donc, vous voyez quel est cet homme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire et quel est l'objet de sa fureur quand il m'avait appelé? C'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans le monde moderne du clitoris. Alors l'objet de la controverse, c'est cette dame qui s'appelle
O'Connell, Janine, si je me souviens plus, hein, et qui a décrit dans les années 98-2000, mais qui l'a théorisé complètement à partir de 2005, un aspect du clitoris que Gérard trouve complètement erroné. Et le cœur du débat, c'est de cette analyse, pardon, comment on peut revenir en arrière là, c'est cette analyse, pourquoi il est furieux, parce qu'à partir d'images non vérifiées et qui sont basées uniquement sur les IRM, on a construit une image de l'organe du clitoris et de ses organes accessoires complètement controuvés, qu'on a amené à une caricature, qui est la petite image rouge que vous voyez en dessous, de montrer que finalement, eh bien, l'organe sexuel féminin à l'intérieur compense son absence de longueur à l'extérieur et qu'il est équivalent au sexe masculin. Et puis, avec beaucoup de fausseté. Donc, il y a eu des conséquences médiatiques énormes puisqu'on ne parle plus, si vous allez sur Internet, si vous cliquez sur le mot clitoris, vous avez, je crois, des millions de réponses, mais l'imagerie principale, c'est celle de cette formation erronée qui a amené, y compris de l'art, puisqu'on a fait une sculpture, une dame qui s'appelle, une sculptrice new-yorkaise, qui s'appelle Sophia Valas, a créé un véritable engouement autour de ça, et même une littérature, puisqu'elle a publié ce Cliteracy, qui est toute une évocation autour du clitoris, qui est la plupart du temps complètement erronée, y compris dans la conception qui est la conception physiologique de l'organe, mais il fait autorité aujourd'hui. Alors tous les travaux antérieurs français, anatomiques et en particulier physiologiques, et les excellents ouvrages de Gérard ne sont jamais mentionnés dans ces études. Et vous voyez bien en bas et à gauche qu'on a même fait des jolis petits objets mécaniques pour stimuler ce clitoris. Alors, dans son article, donc dans la revue Sexologie, et dont on reprendra une grande partie, j'espère, Bernard Andréassian me l'a demandé pour le journal de notre académie, eh bien, il y a un très long rappel historique que je vous résume dans le temps qui nous est imparti. Je ne peux pas vous donner toute la richesse de ce travail historique. La première évocation du clitoris ne remonte qu'au XVIe siècle. Même si, comme je vous le montre sur l'image à côté, à la grotte Chauvet, on voit ce dessin extraordinaire du mont de Vénus, des poils pubiens et de la fente vulvaire que vous pouvez suivre, et qu'en dessous, une évocation, alors cette fois-ci physiologique, puisque donc datant également du Paléolithique, à la grotte de la Madeleine, vous voyez le gland du pénis, du clitoris, est montré sous forme d'une petite étoile qui, à l'interprétation des anthropologues historiques, serait la diffusion à partir du gland de toutes les incitations que l'on peut avoir. Bref, on commence à parler dans la littérature française, francophone, paraît Nicolas Venette au XVIIe siècle, et en particulier François Morisseau, qui décrit assez bien la maladie des femmes, la maladie des femmes grosses et accouchées, ces éléments anatomiques débutants. Et puis tout ça va être obscurci au XIXe siècle, quand Freud va parler du clitoris comme d'un pénis avorté, et en parallèle, les images qui sont publiées dans les traités d'anatomie de l'époque sont assez mauvaises, en particulier celle du bas, vous voyez, qui remonte aux années 30 et qui montre un espèce de clitoris
qui pend sans ses attaches musculaires, sans aucune précision. Alors, ça cache deux débats. Le premier débat, c'est l'incertitude anatomique, mais surtout le débat que Freud a innové, qui a été suivi par de ses élèves, c'est de considérer que cet organe comme gênant, et en tout cas, peut-être que tout à l'heure Gérard vous en fera le commentaire, mais à cette époque-là, on stigmatise l'usage du clitoris. Je lis Gérard Zwang, à l'âge adulte, décrété résidu phallique infantile, obstacle à la satisfaction vaginale. Et alors, celle qu'il appelle la paléo-freudienne est une histoire amusante. C'est Marie Bonaparte, qui était une élève et comment dirais-je, a été traitée par Freud, et qui proposait d'en délivrer la femme charitable, prévenance, par une excision psychique. Et alors, pour laquelle elle proposait une psychanalyse curative. L'organe était redevenu sulfureux. Mais dans le même temps, Madame Bonaparte, la même, elle se faisait opérer pour abaisser ce fameux clitoris et pour pouvoir bien le sentir lors des rapports sexuels. Vous voyez la double chose. Il y avait un chirurgien, vous connaissez bien à travers son fascien, à Vienne, qui s'appelait Alban, et qui faisait ses interventions sous le support de ces histoires. Donc vous voyez que le débat, il a toujours existé. Il s'est prolongé, et vous devez tous le savoir, bien sûr, entre qu'est-ce que c'est qu'un orgasme clitoridien, qu'est-ce que c'est qu'un orgasme vaginal. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Madame de Beauvoir, par exemple, dans le deuxième sexe, considérait que l'orgasme vaginal n'existait pas. Donc, on est dans la fabulation. Et Gérard avait très bien montré dans sa fonction érotique, dans tous ses bouquins, que tout ça ne sont que des théories et que la physiologie normale et l'anatomie normale sont les choses les plus importantes à considérer et à être scientifiquement contrôlables. Alors, il y a eu à peu près aux alentours et jusqu'à l'arrivée de Madame O'Connell un consensus autour de l'anatomie, donc qui était quand même controversé. Je vous ai montré ici quelques schémas. À gauche, c'est une image tirée de son livre du sexe de la femme, où on voit écarter les grandes lèvres, et on voit tout en haut de l'image, bien sûr, le gland et la hampe qui tombe et qui part. Il insiste beaucoup là-dessus, à un angle droit. Et vous voyez les attaches du corps caverneux du gland, du clitoris, ici, sont très courtes. Pardon, je reviens en arrière. Voilà, sont extrêmement courtes, et le gland et la hampe du clitoris qui le suit et qui est terminé par le gland part à angle droit. Il insiste beaucoup là-dessus, et n'entre jamais en érection comme un pénis. Il n'y a pas d'érection, contrairement à ce que nous dit d'ailleurs Kaminka dans son excellent dessin et dans son excellent livre. Et vous voyez ici les différentes positions, et le dessin du milieu et le dessin de Gérard lui-même qui montre l'ensemble de l'anatomie, qui correspond tout à fait au dessin de Kaminka en dessous. Alors, Madame O'Connell nous dit que les racines du corps caverneux font en moyenne 12 cm de long, donc elles sont plus longues d'après elle que les racines du corps caverneux du pénis lui-même, qui n'excèdent jamais 7 cm, je contrôle lors de ce que nous vérifions tous les jours, et en scanographie, et même en préopératoire. Donc vous avez ici, alors il y a des images récentes qui viennent objectiver le fait de dire que les schémas qui nous sont montrés par cette dame et qui a été poursuivie, qui sont aujourd'hui reconnus, même appris dans les écoles, sont complètement faux.
hein. Donc la longueur maximum, vous voyez ici sur des études anatomiques, un très beau mémoire réalisé à l'université de Nantes par Alexandra Aubin, sont toutes les images qui sont sur la partie supérieure, montrent jamais une racine des corps caverneux dépassant 5-6 cm. Et vous avez eu des images de la collection de Gérard lui-même, qui sont des pièces de vulvectomie qu'il avait réalisées dans sa clinique lors de cancer. Et il y a un travail récent qui vient contredire donc toutes ces affirmations un peu erronées, qui a été fait par Jackson récemment, en 2019, dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology, donc un journal de grande importance et qui fait autorité. Et vous voyez les dimensions, longueur et largeur mesurées en millimètres sur des cadavres qui ont été mesurés sur 25 sujets, si je me souviens bien. Vous voyez que ces mesures sont extrêmement conformes à ces images anatomiques montrées par cette élève d'anatomie du certificat d'anatomie de l'Université de Nantes. Quand il s'agit des aspects morphologiques et de la musculature, vous voyez des schémas à gauche, vulve fermée, fermée et ouverte à droite. Gérard insiste beaucoup sur la bipartition des régions génitales à égale distance entre le mont de Vénus et le sommet du gland et ensuite la deuxième partie, et la tripartition dont il parle de la fente vulvaire qui doit être harmonieuse entre le début de la fente, le gland, du gland à l'orifice urétral et de l'urètre à la commissure postérieure. Et la musculature qui soutient l'ensemble et qui est sans doute l'une des raisons de l'erreur de Mme O'Connell sur les clichés. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Il y a des notions histologiques récentes et qui sont importantes aussi pour considérer que cet organe est bien sûr capital dans la sexualité féminine et sans doute dans la manière dont on conçoit les rapports sexuels. Eh bien, c'est l'anatomie du nerf dorsal de la verge, qu'on appelle aujourd'hui nerf pudendal. Vous avez sur votre gauche le trajet de ce nerf pudendal le long du corps caverneux. C'est une image de Madame Aubin également. Et Gérard nous signale que ce gland clitoridien est absolument incroyable, unique, et possède à lui tout seul 5000 corpuscules de Krauss-Finger, donc il n'a pas besoin d'être gigantesque pour créer les stimulations nécessaires et ce que appelle Gérard l'orgasmogénèse à partir du gland clitoridien. Ça a été confirmé d'une manière différente. C'est Jackson également dans ce travail qui montre la densité nerveuse du clitoris. Je ne vous détaille pas bien sûr cette courbe, c'est simplement pour vous montrer que c'est également travaillé et que ça confirme complètement ce qu'il nous affirme. Et c'est dans le gland et au dos et au dorsal et ventral qu'on a la densité maximum quand on cherche cette densité nerveuse par des procédés histochimiques. Vous voyez qu'elle est très abondante un petit peu partout. Donc, de la même façon, on s'est intéressé à l'histologie de ces structures vulvaires et on voit que la localisation du tissu érectile est présente dans la hampe, dans la racine des corps caverneux, dans le vestibule, dans les nefs, mais pas dans le gland. Le gland est pratiquement du tissu conjonctif et des nerfs. Donc, si vous voulez, on se trouve en face, pour conclure, une vision idéologique qui, sous couvert d'anatomie, mais en fait d'anatomie radiologique, finalement a amené à considérer et à donner une espèce de vengeance pour tout ce qu'ont subi les femmes à travers les âges et d'indiquer que finalement, l'organe sexuel féminin et l'organe sexuel masculin, c'est pas pareil, mais il est aussi gros des deux côtés. Je caricature bien sûr, mais c'est exactement l'idée.
Et c'est ce qui est développé un peu partout dans ce que j'ai pu lire. En face, Gérard défend bien sûr une vision scientifique. Et puis, il a ce mot que j'ai adoré, c'est que la taille d'un organe n'est pas en rapport direct avec son utilité physiologique. Et il donne l'exemple, bien sûr, de l'hypophyse. On pourrait en citer d'autres. Donc, cette présentation simplement rapide qui survole ce travail, à mon avis essentiel, appuyé sur des données récentes anatomiques et histologiques, démontre que ce concept qu'il appelle lui-même l'hyperclitoris est totalement erroné et qu'il ne faut surtout pas l'apprendre, alors qu'on a proposé ce schéma, on a même fait des poupées avec ce schéma à 4 pattes et proposé d'apprendre aux petites filles ce que c'est que, et aux petits garçons éventuellement, ce que c'est que le clitoris de manière totalement erronée. Donc, sur des données récentes, et c'est ma conclusion, anatomique et histologique, démontrent que ce concept est erroné. Et pourquoi ne pas faire une préconisation? Car ça rejoint quand même beaucoup de choses importantes. Mettre en garde le public contre des informations non scientifiques qui sont développées très largement, souligner le danger de certaines interventions esthétiques qu'on voit fleurir chez nombre de médecins esthétiques, voire même de collègues chirurgiens, sur les annexes clitoridiennes, en particulier nymphoplastique. Gérard avait publié un livre qui s'appelle « Touche pas à mon sexe », disant les dégâts que ça fait quand on sait que ces nymphes sont pleines de terminaisons nerveuses et que ça peut être, pas l'équivalent, mais en tout cas, ça peut amener des gènes fonctionnels et sensitifs très importants, et puis en profiter pour réaffirmer avec solennité le caractère criminel de l'excision. Et Gérard a défendu dans la première conférence mondiale sur le sujet, il était sur place en Égypte avec les premières féministes françaises qui étaient certainement plus intelligentes que celles que l'on voit aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Pour donner la parole à Gérard Zwang. S'il est toujours là, s'il ne s'est pas enfui. Oui, Monsieur Zwang, nous pouvons vous entendre. Ah non, je ne suis pas perdu. Je suis bien là. Je suis bien là. Avez-vous un commentaire, quelque chose à ajouter? Je voudrais qu'on comprenne bien ce que j'ai mis longtemps à apprendre, tant dans ma vie d'homme que ma vie de chirurgien. Et l'importance du clitoris est considérable. Et il faut bien comprendre qu'il y a une dissymétrie entre la fonction physiologique de l'orgasme chez l'homme et chez la femme. J'ai appris ça le jour où je me suis penché sur l'évolution animale et sur la façon dont s'est passée ce qu'on appelait la paléoanthropologie. J'ai fait un petit livre qui s'appelle « À la recherche des origines de la sexualité humaine ». Lorsqu'on regarde la région génitale externe des femelles les plus proches de nous, les madames gorilles, les madames chimpanzés, on s'aperçoit que le clitoris et l'orifice vaginal, tout ça fait un ensemble qui il n'y a pratiquement aucune petite distance entre le clitoris et le vagin, parce que le clitoris est abordé comme le vagin par voie postérieure au moment de l'accouplement. Et puis, quand la femelle humaine s'est remise sur ses pattes arrière, eh bien, le clitoris est devenu un organe antérieur. Et plus la femme se redressait, plus le clitoris s'éloignait de l'orifice vaginal et puis il montait sur la face, je dis bien la face antérieure de la symphyse, puisqu'il a fallu subir pendant des siècles cette fausseté en disant que le clitoris c'était sous la symphyse pubienne. Il n'est pas sous, il est devant la symphyse pubienne. Et il faut encore voir dans des ouvrages publiés les âneries dessinées par
M. François Wagner, sous l'impulsion de M. Cobelt en 1844. Et on a l'impression que si on appuyait ces clitoris qui sont sous la syphilis pubienne, on les ferait rentrer dans le vagin en obturant le méag rectal. C'est complètement idiot. Eh bien, la femme a eu, j'allais dire, une des conséquences de la bipédie, c'est que le clitoris s'est éloigné de l'orifice vaginal et que malgré tout ce que les gens de bonne volonté ont pu faire, il n'est pas stimulé au moment de l'accouplement, suivant au bruit de posture qui sont absolument intenables. Et c'est ici que j'ai fini par comprendre ce qui s'est passé. C'est en lisant Konrad Lorenz. C'est lui qui a dit qu'en éthologie, en matière de comportement, il y a pour certains organes, certaines choses, certains comportements, une période de sensibilité. Il s'avère que pendant cette période-là, on peut acquérir un comportement, on peut acquérir une physiologie, et que lorsqu'on l'a dépassé sans l'avoir utilisé, eh bien, il y a une forclusion. Et c'est ce qui se passe pour le clitoris, qui fait une entrée en fonction dès part de la première enfance. Il est livré en filigrane avec la nécessité de faire qu'on appelle une maturation épigénétique, c'est-à-dire que tout le réseau nerveux de l'orgasme féminin, un vaste réseau qui comprend de très très nombreuses formations nerveuses, eh bien, il n'est pas mature à la naissance. D'abord, il n'est pas myélinisé, donc il n'est pas encore bien fonctionnel. Et puis surtout, les connexions synaptiques ne se sont pas encore faites. Il faut une maturation épigénétique qui ressemble à peu près à celle qui fait que l'on peut marcher quand on vous a tenu debout, sinon on reste tout à fait de notre patate, toujours pendant la période de sensibilité, on peut apprendre à marcher debout, et que s'il n'y a pas une stimulation clitoridienne dans cette période qui est entre la 4e et la 7e année, tout le monde sait bien que c'est le moment où les petites filles se touchent, tout le monde a vu ces petites filles qui se touchent dans un coin, ou bien on est imbécile, agressif, et touche pas ça, touche pas ça, ou bien on a appris un petit peu la physiologie du comportement et on sait qu'il faut les laisser faire. Parce qu'à ce moment-là, en se tripotant, elles font marcher les synapses qui ne sont pas encore fonctionnelles et qu'arrivé à l'âge de 7 ans à peu près, la période de sensibilité est terminée, mais pratiquement toutes les petites filles sont touchées et elles sont en possession de toutes les synapses qu'il faut pour que le réflexe orgasmique puisse marcher. Eh bien, quand on est omnibulé, surtout après les âneries de Freud et de Marie Bonaparte, sur le fait que la femme ne doit jouir que du vagin et que lorsqu'elle jouit encore du clitoris, quand elle est une grande personne, oh là là, c'est une survivance phallique avec les singes de l'homme. Et on se rend compte. On va laisser la place à quelques questions, si tu veux bien. Oui, y a-t-il Albert Claude? Oui. J'ai une question concernant finalement, est-ce que on parle du Viagra féminin ou équivalent, des choses comme ça, sildenafil, plus testostérone, d'autres médicaments, agissent-ils sur la tumescence clitoridienne comme ils le peuvent, on peut l'imaginer sur le pénis? Est-ce que c'est des mécanismes équivalents ou est-ce qu'il y a d'autres processus qui interviennent dans... Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est quelque chose... Non, Pfizer... Le Viagra rose, hein, on entend ça. Oui, Pfizer, quand il a pensé en formulant directement quelque chose d'approprié, alors il a financé
très largement des études américaines, notamment une dame qui s'appelle Jennifer Berman. On a fait des échographies des artères clitoridiennes. Hélène, ici présente, ne s'y est jamais attaquée, elle n'a pas voulu, et avec raison. D'abord parce qu'il faut une stimulation pour voir les artères bouger. On a essayé de bâtir, d'ailleurs, de la même manière qu'on essaye de faire un monument identique au pénis, et ça n'a pas marché. Voilà, tout ce qui a été fait. Ce que l'on fait et qui marche très bien, c'est sur les dysfonctions érectiles féminines que j'appellerais poliment du deuxième âge, ou pour parler, ou du troisième plutôt, post-ménopausique, le traitement hormonal substitutif additionné d'un peu de testostérone, c'est souvent montré très efficace, mais on n'est pas là au niveau local comme nous le faisons tous les jours dans le traitement de la dysfonction érectile. On est sur un équilibre général et simplement et sûrement neuro-hormonal. Y a-t-il, oui? Oui, bonjour, rebonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure Marie Bonaparte, et c'est vrai qu'en tant que passionné d'art, je me suis intéressé à Marie Bonaparte puisque elle a inspiré Brancusi, bien sûr, et donc elle a servi de modèle symbolique à Princesse X, et donc on voit dans l'illustration de Brancusi comme il se représente, et donc j'ai lu des articles sur Marie Bonaparte, effectivement, cette problématique qu'elle a avec le clitoris, je crois la distance entre le clitoris et le vagin, etc. Et donc Brancusi a fait une représentation symbolique de Marie Bonaparte, donc sous cette forme qui est une forme un peu phallique, bien sûr, mais qui est une forme également symbolique dans laquelle il y a beaucoup de symboles. Et voilà, je voulais faire juste cette petite parenthèse. Je vous en remercie, je pense que Gérard il sera sensible. Et ce que j'ai oublié de vous dire et que nous apprend dans l'article, c'est que après toutes ces pérégrinations entre Freud et Alban, elle a fait une dépression grave. Et je ne sais pas comment ça s'est terminé. Je vais présenter quelqu'un. Terminé. Une question de Richard Villet. Oui, ben, je peux peut-être la poser par oral puisque je l'avais mise par écrit. Vous faites un très beau exercice de phylogénèse sur le développement du clitoris, la position érigée de l'animal et notamment les stimulations pour les développements nerveux qui m'intéressent beaucoup, mais vous ne parlez pas du tout d'ontogénèse et en particulier, ce qui me paraît très très important aussi pour comparer le clitoris au sexe masculin, c'est l'embryologie comparée. Car je vous rappelle qu'avant les premières semaines embryologiques, les deux sexes sont identiques et qu'il y a un moment où il y a une différenciation sexuelle qui est très importante après le cloaque. Et donc, j'aimerais un peu avoir votre avis sur justement qu'est-ce que vous pensez du développement, et notamment dans les ambiguïtés sexuelles, des hypertrophies clitoridiennes ou par exemple dans des pseudo-hermaphrodismes où là, il y a un appareil sexuel particulier. Donc, je pense finalement que si on prend les théories embryologiques, les deux organes sont quand même relativement identiques. Qu'en pensez-vous? Gérard, tu as entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. J'ai appris qu'il y a un locus spécial, un gène qui s'appelle DSS12, qui s'occupe de la féminisation de l'embryon après ce stade indifférencié. Et que c'est lui qui forme de façon active le clitoris avec son angle droit, au lieu que ce soit tout à fait rigide, enfin, tout à fait droit, comme les corps cavernes masculins. C'est lui qui fait la forme de la vulve, la forme du monde Vénus, qui fait de la vulve humaine, je dis bien humaine parce que je suis un humaniste et je trouve que les femmes et les hommes en profitent. Eh bien, cette formation est tout à fait spéciale à l'espèce humaine, puisqu'on trouve l'orifice vaginal, non pas avec un trou à fleur de peau, mais tout à fait au fond de cette formation
du mont Vénus et des grandes lèvres. Bien, s'il n'y a plus de questions, nous remercions Gérard Zwang, Ronald Virag, et je laisse au président de Somme conclure. Après cette séance très riche, très variée, qui témoigne du dynamisme de la chirurgie française, l'Académie de chirurgie qui fédère celle-ci ne peut que se réjouir. Bonne soirée.